Est-ce qu'on passe au drama du YouTube ricain? Est-ce qu'on passe à ce qui vient de se passer? Tout a commencé lorsque H-Bomber-Guy, qui est un YouTuber britannique, a posté une vidéo intitulée Plagiarism and YouTube. Enfin, and you, entre parenthèses, tube, parce que c'est le plagiat et vous, quoi. Sur le plagiat. H-Bomber-Guy, c'est un essayiste très connu. Il est là depuis très longtemps. Je vous conseille, vous pouvez vous faire toute sa chaîne. Il s'est fait connaître sur pas mal de vidéos où il se moquait, il se foutait de la gueule des droitards incels, etc. Notamment, c'était à l'époque du Gamergate, qui était une campagne de harcèlement massif de la part de gamers contre des figures féministes de gauche, etc. Il s'est beaucoup fait connaître pour ça. Et voilà, il a beaucoup aussi débunké l'antiféminisme, etc. En opposition beaucoup à l'extrême droite. Mais il faisait aussi des vidéos geeks. Il faisait aussi des vidéos parce que lui-même est un geek. Il a fait aussi une vidéo sur Brett, sur Darkest Dungeon et sur les trucs ludo-narratifs, je sais pas quoi. C'est un geek qui faisait aussi beaucoup de vidéos essais sur le jeu vidéo. Mais il s'est énormément fait connaître pour ses vidéos politisées. Ce qui fait qu'il est presque devenu considéré de la même façon que une autre chaîne YouTube qui s'appelle PhilosophyTube et encore une autre chaîne YouTube qui s'appelle ContraPoints, un petit peu comme les fondateurs du YouTube de gauche. Parce qu'ils se sont fait en effet connaître par des vidéos assez longues, des vidéos frontalement politisées à gauche, frontalement contre l'extrême droite, qui développaient des thèses et des idées, souvent parfois complexes, souvent radicales, etc., etc., etc. Mais il a été un petit peu, considéré un peu comme le mec de gauche sûr, quoi. Et en plus, ce qui aide, c'est qu'il a une très faible présence, notamment sur Twitter, et globalement, il fait son contenu et il est assez discret dans le reste de son temps. Contrairement à ContraPoints, par exemple, qui, elle, a un petit peu trop tweeté à un moment, et c'est très vite fait cancel pour la moindre de ses takes. À la différence également de PhilosophyTube, qui, elle aussi, a toujours été un peu plus discrète, et elle est plus concentrée aussi sur le reste de sa carrière en tant qu'actrice, comédienne, etc. Oui, la réponse équilibrée à Ben Shapiro est vachement... Bref, en tout cas, je vous recommande sa chaîne, c'est très bien. Mais en tout cas, voilà. Donc ce mec-là a inspiré énormément de ce qu'on appelle aujourd'hui des vidéos-essais. Vidéo-essais, c'est quoi? C'est des vidéos très longues qui sont comme un essai en fait, comme un essai intellectuel. Quand vous regardez sur ma barre de recommandations sur YouTube, il n'y a que des vidéos de au moins plus de 20 minutes qui viennent toutes de cette vague de création de contenu de gauche, long, etc. etc. Et d'ailleurs, vous voyez tous ceux que j'ai matés. Je regarde tout, globalement. Donc c'est un peu, voilà, ce mec-là, il pèse. Et donc il a sorti une vidéo qui parlait du plagiat sur YouTube. Donc dans cette vidéo, il parle de quelques cas, notamment donc un mec qui faisait de la critique de jeux vidéo et de la critique de consoles, etc. Où on a découvert en fait qu'il avait plagié l'entièreté de ses critiques sur une autre chaîne YouTube plus petite, et même parfois il a été embauché par IGN, qui est un truc de critique de jeux vidéo et tout, et qu'il plagiait même ses propres... et donc il plagiait d'autres sites d'information sur le jeu vidéo, et même ses propres collègues à lui. Donc voilà, c'est un premier truc, etc. Un autre sur Cinéma Sacre, où en fait, et ça c'est assez intéressant, c'est donc pareil, un autre ancien du monde du YouTube, qui a inspiré entre autres chez nous Joueur du Grenier, qui s'appelait le AVGN, donc le Angry Video Games Nerd, donc le geek des jeux vidéo énervé, pour vous le faire à la québécoise. Et en fait, qui montre qu'il y a eu un moment de shift dans son contenu, où en fait il s'est fait un peu racheter par un network de production qui s'est mis un petit peu à chapeauter toute la production de ses vidéos, et c'est à ce moment-là en fait que il y a eu un auteur qui s'est mis à faire des trucs qui étaient entièrement plagiés, etc. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que ça montre un petit peu qu'il était un peu connu pour un contenu qui était vraiment le sien, qui était authentique, etc. Et c'est au moment où il est un peu plus rentré dans le business, qu'il a commencé à faire de plus de partenariats, rentrer dans un network avec une boîte de production, etc., etc., où en fait son contenu s'est énormément dégradé, parce qu'en fait c'était ses producteurs qui choisissaient de plus en plus ses sujets, qui écrivaient pour lui les vidéos, etc., etc., et qu'en fait c'est là qu'on a trouvé ces trucs de plagiat, mais que le gros problème général avec tout ça, ça pose plus la question du business autour de YouTube, parce qu'en fait les vidéos essais, en fait à une époque, la règle numéro 1, si tu voulais poster une vidéo sur YouTube, c'était fais une vidéo courte, dépasse les 10 minutes, mais dépasse pas les 20 minutes. Il y avait des vidéos plutôt courtes qui étaient encouragées sur la plateforme, et il y avait une idée que si tu postais des vidéos longues, ça allait pas fonctionner. D'ailleurs, c'est pour ça que les H-Bomber-Guy, etc. sont très appréciés, c'est qu'ils sont arrivés à une époque où sur YouTube, il y avait beaucoup de formats YouTube, la plateforme YouTube encourageait énormément les formats courts, et eux, ils se sont ramenés avec des vidéos hyper longues, qui étaient vraiment à l'encontre de ce que demandait l'algorithme, etc. Et en fait, très vite, il y a eu tout un business autour de ça. Il y a de plus en plus de gens qui diffusent des longs formats presque un peu documentaires qui se sont développés, mais en fait le problème c'est que YouTube, il faut que tu postes régulièrement.
Le problème, c'est que les H-Bomber Guy, etc., et même les ContraPoints, pour donner l'exemple le plus emblématique, ContraPoints, elle poste une vidéo de 2 heures tous les ans. Ou tous les 6 mois. Ou voilà, ça fait combien de temps qu'elle a pas posté une vidéo ContraPoints? Ça fait hyper longtemps qu'elle a pas posté une vidéo ContraPoints. Mais en même temps, si tu veux faire une vraie vidéo essai, travailler, etc. Ouais, même Bolshevik, il poste pas souvent, tu vois. Parce que si tu veux faire une vraie vidéo essai travailler, où tu fais tes propres recherches, où tu te casses le cul pour faire tes plans, etc., ça prend beaucoup plus de temps. Alors que si tu veux faire une vidéo, je vous donne l'exemple de Turkey Tom parce qu'en plus c'est un droitard. Si tu veux faire une vidéo un peu putaclic et poster des vidéos toutes les 2 semaines qui durent 1h42, qui parlent de drama, de personnalité d'internet, etc., c'est plus compliqué. Comment t'écris des scripts aussi longs? Comment tu trouves des illustrations aussi vite? Alors il travaille avec des... Sikis Crevard, c'est un connard, c'est un droitard de fou. Et en fait du coup il y a eu tout un phénomène de ce qu'on appelle des content mills, donc des usines à contenu, exactement comme tu dis, Proxima Centaurib, et qui utilisaient en fait un modèle économique basé sur la publicité, le sponsoring, etc. Et surtout sur la promesse que en fait, déjà une vidéo hyper longue, ça te permet de mettre plein de pauses de pub le long de ta vidéo, donc c'est super génial. Et en plus de ça, voilà, des sponsorings, des trucs comme ça qui te permettent de faire du contenu de longue durée, donc qui attire de plus en plus des gens qui consomment du contenu long sur YouTube. Et en plus de ça, que tu publies très régulièrement, donc avec un public qui est de plus en plus captif, parce que du coup, une fois que t'as fini, tu dis ah tiens, j'ai regardé ce truc-là, il fait des vidéos longues, etc. Je vais regarder. Et qui permet aussi un modèle économique avec la pub, etc. Et en fait, c'est des gens qui se font de la thune de fou. Et du coup, on arrive à Illuminaughty, qui est l'exemple justement de ce genre de ferme à contenu, où c'est des vidéos elle est jamais face cam, c'est un script qui est lu, des images d'illustration, etc. Donc ça, c'est son personnage, etc. Et en fait, on a découvert, H-Bomber Guy, en fait, c'est ce qui l'a poussé à faire cette vidéo. Il a découvert, parce que lui aussi, il a fait une vidéo, lui, sur les vaccins, tous les trucs sur le vaccin, l'autisme, etc. et tout. Un peu pour débunker tous ces trucs-là, et en fait, d'où ça vient, la fake news, comme quoi les vaccins causent l'autisme, etc. Et elle aussi, elle a fait une vidéo où en fait elle a entièrement plagié un documentaire, plusieurs documentaires, etc. Et en fait on se rend compte que quand elle parle, ce qu'elle fait passer pour un truc qui d'habitude c'est un script, donc t'imagines que c'est la personne qui l'a écrit, etc. En réalité, ce qu'elle fait passer pour ce qu'elle a écrit elle-même, c'est des passages entiers d'articles, des passages entiers de documentaires, etc. qu'elle ne va quasiment jamais cité. C'est là où on arrive à la question du plagiat. Avec les pires méthodes de paraphrase, oui de fou, c'est-à-dire que tu prends un truc et parfois tu fais des paraphrases qui font que la phrase devient illisible. Parce qu'en fait, c'est la question en fait du plagiat. Parce qu'en fait, ça fait que comme tu dois créer du contenu hyper régulièrement, hyper long, sur des documentaires, sur des trucs comme ça, etc., évidemment que le premier réflexe, ça va être de prendre des trucs qui sont déjà écrits, de les copier-coller, et comme ça, c'est bon, t'as ton truc, tu peux faire ton tournage, ton montage, etc. Parce que ça met du temps à monter quand même ces conneries. Ça fait que c'est des vidéos entières qui sont plagiées, littéralement plagiées, sur des documentaires entiers, sur des articles, sur des bouquins même, etc. Et donc par exemple, là, il y a un exemple, et notamment en fait elle donne l'exemple du documentaire sur les vaccins. En fait le mec qui a fait le documentaire, il a passé sa vie à se faire plagier par tout le monde et jamais il s'est fait citer par exemple. Blair for some reason doesn't cite her sources. Blair is hiding the source on purpose for a reason. You see, this quote is from the same documentary again. Et en fait c'est ça, c'est qu'elle utilise parfois elle met des citations en mode highlight. Du coup t'as l'impression qu'elle fait une vraie citation alors qu'en fait c'est juste un endroit random de son script où elle va te le mettre en mode oh et ça c'est une citation, alors que voilà. Une fois que les gens ils ont dit ah tu cites pas tes sources, etc. Du coup elle a fait un paste bin, donc c'est un truc où elle a posté plein de liens, c'est même pas une bibliographie, c'est pas ordonné, etc. Tu sais pas où trouver, et en fait il y a un de ces liens, c'est 99% de ses sources, et les autres liens c'est que de la merde. Il donne aussi un exemple de un documentaire Netflix sur le Fire Festival qu'elle a repris, elle a même repris les images du documentaire Netflix, elle a dit la même chose que disait le documentaire Netflix et elle l'a fait passer pour son propre travail, tu vois. En fait là, à la fois, c'est une source qui est pas citée, mais c'est une source qui est reprise à son propre compte, en fait. Parce qu'il y a une image qu'on s'est fait avec tout le monde de YouTube, etc. Le monde des YouTubeurs. Oh là là, les YouTubeurs, c'est incroyable, ils font tout. On a une image du YouTubeur qui est, voilà, l'idée que c'est des youtubeurs purs et parfaits. Que le youtubeur, il écrit toute sa vidéo, il fait ses recherches, et puis après il fait le montage, le tournage. On peut lui excuser de ne pas faire le montage lui-même, par exemple. Il peut avoir un recours à des monteurs, ok, ça va, etc. Mais au moins il a écrit là. Ou alors peut-être qu'il a un co-auteur, mais au moins il va citer qu'il a un co-auteur, etc. Mais on sait que c'est au moins son idée originale, etc., etc. Alors que l'industrie de YouTube, parce qu'on peut parler d'une industrie, s'est développée avec en fait des équipes entières
de gens qui travaillent sur des vidéos. Tu prends par exemple un autre mec qui fait des vidéos essais à l'appel qui s'appelle The Right Opinion. Pareil, qui fait des très très longues vidéos, etc. Bah, il a toute une équipe de monteurs. En fait, chaque partie de sa vidéo est montée par une personne différente. Son rythme d'upload est un peu différent aussi. Enfin bref, il y a un truc. Mais voilà, il a toute une équipe derrière lui. Il a des gens pour faire les miniatures. Il a des gens pour coécrire, etc., etc., etc. Et en plus, il cite tous ces monteurs, etc. Bref. Oui, il y a une DA différente par monteur et tout. Enfin bref. Mais quoi qu'il arrive, la réalité, c'est que le public a cette illusion d'authenticité avec un youtubeur qui fait tout lui-même. Et les youtubeurs en jouent énormément. Parce que du coup, quelqu'un comme Illuminati, qui est cité là par H Bomber Guy, si elle ne dit pas qu'elle cite une source, comme elle est youtubeuse, le public va partir du principe que c'est elle qui l'a écrit. Parce que on est matrixé par la personnalisation des youtubeurs, par le côté ils font tout, ils savent tout, ils sont tellement intelligents, etc. etc. Donc c'est aussi ça en fait. C'est que cette question du plagiat et le fait de s'attribuer des trucs entiers qu'elle n'a pas fait, c'est aussi un sous-produit de la façon dont on consomme YouTube. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans toute cette affaire. C'est qu'en fait, t'as plein de trucs où moi, en regardant la vidéo, j'étais un peu en mode oui, elle a plagié, ouais, mais au moins, ça a permis à des gens qui auraient pas vu le documentaire sur Andrew Wakefield d'avoir un petit peu le TLDR de la situation. Genre, moi, en fait, parce que moi, sur les questions de plagiat, c'est parfois, je suis un peu en mode au moins, c'est intéressant, t'sais. Au moins, les gens ont appris un truc, même s'ils croient que c'est elle, etc. Même si ça a créé. Au moins, ils ont appris un truc, tu vois, genre, au fond. Tu vois, au fond, c'est quoi le problème? Et en fait, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est pas tant le fait que les gens y plagient et c'est pas bien. Oui, ok, c'est pas bien de plagier, Mais le problème, c'est pas le plagiat. Le problème, c'est comment l'industrie de YouTube, comment l'image du YouTuber, comment même l'ego de YouTuber pousse aussi à vouloir faire croire ou du moins laisser croire que tout vient de soi en tant que créateur. T'es un créateur de contenu, c'est toi qui as tout fait. Le problème, c'est aussi qu'ils veulent le cacher de la pire des manières. Oui, alors ça, c'est hilarant. Ça, mais justement, on va en parler avec James Somerton, justement. Après, des petites chaînes qui n'ont pas les moyens de rémunérer les collaborateurs qui font vraiment toutes seules comme moi. Ouais, de fou. Mais justement, parce qu'il y a un truc là-dedans qui est aussi de l'ordre des attentes qui sont placées pour les youtubeurs. Bah, typiquement, les Edge Bomber Guy, les ContraPoints, ces trucs comme ça, qui mettent du temps à faire leur truc, etc. T'as l'angoisse vis-à-vis des gens sur Patreon qui te soutiennent, etc. De oh là là, putain, si je suis en retard sur ma vidéo, il faut vite que je sorte un truc, vite, sinon les gens ils vont plus me soutenir, etc. T'as cette pression-là, mais en fait, qui est la pression qui est propre au modèle économique de YouTube, qui est un modèle qui est beaucoup soutenu par l'audience, qui est beaucoup soutenu en fait par les gens qui te donnent de la thune directement. C'est un modèle de mécénat, collectif en fait. Et donc tu as cette pression là beaucoup sur vite faire du contenu, etc., etc. Où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Oui, c'est qu'en fait tu as beaucoup de gens qui simplement soit ont pas les moyens, soit veulent faire du contenu exigeant, soit même simplement veulent être un petit peu honnêtes vis-à-vis de leur contenu et du coup qui vont pas faire ça. Et du coup, par rapport à des vidéos, par rapport à des chaînes YouTube comme celle de Illuminati, bah en fait, ils vont très très vite être distancés. Parce que bah rien que le rythme d'upload, et donc bah je sais pas, le nombre de vues, les potentiels revenus publicitaires. Parce que forcément, plus tu fais des vidéos longues, plus les gens ils vont vouloir faire des sponsors avec toi, et du coup, plus t'as de revenus publicitaires. C'est les homosexuels qui m'ont donné ouais, mon niveau. Merci les hasards pour l'abonnement à Farajad. Voilà, ça c'est que l'algo il va privilégier les autres parce qu'en fait voilà, faut chier du contenu quoi. Donc c'est aussi cette logique là qui amène aussi le public à avoir d'autres types d'attentes sur les producteurs. Et donc il y a un autre exemple qui est celui de la Cave Story. Donc c'est un mec qui a fait toute une vidéo sur l'histoire d'un spéléologue amateur qui a été coincé dans une caverne et donc c'est toute une histoire de sauvetage, etc. Donc c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Internet Historian. Donc c'est une vidéo, il y a de l'animation, il y a des illustrations, etc. Mais sauf que ce qu'il a fait, c'est il a lu mot pour mot un article qui était disponible sur internet sur le site Mental Floss. Il a lu un article qui avait une narration assez intéressante parce que c'est une narration heure par heure, vu que c'est un truc il est resté 127 heures coincé, etc. C'est une narration heure par heure qui te fait ressentir un petit peu la pression, etc. Le mec, c'était assez bien écrit justement parce que c'était hyper bien écrit, parce que ça te fait ressentir la tension, la pression, le temps qui passe, etc. 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 Et ce qu'il a fait, c'est que il a lu le truc sans créditer la source pour faire sa vidéo, etc. Sauf qu'en fait, t'es en mode, tu kiffes l'article, tu le trouves hyper bien écrit, tu fais une vidéo parce qu'il y a du travail sur cette vidéo, il y a un travail d'animation, etc. et tout. Bah, tu dis que ta vidéo est une adaptation en vidéo de cet article. Parce que cet article est vachement bien écrit et je vous le recommande. Parce que c'est pour permettre un autre format pour avec lequel les gens pourront... Voilà. L'entièreté de la vidéo, enfin l'entièreté du script de la vidéo était plagiée. Sauf qu'en fait, t'es en mode, mais quel besoin? Enfin, pourquoi tu fais ça? Genre, si t'avais simplement dit que c'est une adaptation d'un article et tout, le public YouTube, il va pas aller lire l'article. Enfin, même d'un point de vue très cynique, le public YouTube, il va pas lire l'article. Il voit qu'il a une vidéo, il va se poser comme ça, avec son domac, etc., le public, et puis il va regarder ta vidéo. Il s'en bat les couilles de l'article. Si tu disais, genre, qu'est-ce que ça change? Faut payer des droits après. Oui, mais bah oui, il y a du revenu publicitaire, hein, ça va.
Après oui, j'imagine, faut payer des droits, alors tu demandes gentiment à l'auteur de l'article, etc. Enfin bref. Mais il y a un truc derrière tout ça un peu bizarre, quoi. Un truc de, pourquoi t'as besoin de faire passer ça pour ton propre travail? Parce qu'après, il montre comment, en fait, Internet Historian a planqué le fait que c'était un plagiat, parce qu'en fait, sa vidéo a été strike pour plagiat, justement, par les ayants droit, justement, du site sur lequel l'article est publié. Et du coup, il la réupload en privé, donc tu pouvais pas le trouver hyper facilement et tout, donc il la réupload en privé, en réenregistrant des passages de la vidéo. Et en fait c'était dégueulasse parce que du coup il a essayé de refaire des phrases pour pas que ça ressemble à l'article, et du coup les phrases étaient incompréhensibles, étaient dégueulasses, etc. Et du coup tu perdais tout l'intérêt de la vidéo d'origine. Mais surtout c'est la façon dont il a essayé de planquer le truc, en mode ah non mais j'ai eu des petits soucis mais tranquille sur des petits détails mais ça va aller, il a pas, voilà. C'est quoi dans la mentalité du youtubeur le truc qui pousse à faire croire au public entier que toutes tes réflexions, tout ton script, ça vient que de toi? Cette espèce de mentalité un peu démiurge, en mode c'est moi qui ai tout fait, etc. Alors même que t'as... Parce que genre, il n'y a pas de problème à admettre que... Ah bah tiens, je me suis inspiré de tel truc. En fait, ça, il y a un côté self-made man. Ouais, et c'est ça le besoin de vouloir paraître authentique aussi, qui est vraiment au cœur parce que c'est au cœur du modèle économique même de YouTube. Et une vente de cette authenticité-là des youtubeurs. Bref, en tout cas, c'est assez intéressant parce que même si la vidéo parle énormément de cas individuels de plagiat, etc., ça pose aussi des questions plus générales de mais en quoi c'est aussi le modèle économique de YouTube qui pose à ça. Le mépris d'Edge Bomberguy, Edge Bomberguy il parle de mépris. Je suis d'accord qu'il faut un peu de mépris envers la personne pour plagier son travail. Il faut aussi avoir du mépris envers soi-même. Je pense aussi d'un manque de confiance en soi. D'avoir l'impression que si tu admets que l'idée vient de quelqu'un d'autre, les gens ils vont moins, etc., etc. Mais pour moi c'est pas du mépris envers les gens que tu plagies. Il faut pouvoir mépriser les gens que tu plagies, ça c'est clair. Sinon t'as pas le cœur de les plagier. Mais c'est avant tout le mépris pour le public. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve après, parce que donc en fait, il se trouve qu'il y a un twist dans la vidéo, il y a toujours des twists dans la vidéo d'Edge Bomberguy. En fait, la deuxième moitié de la vidéo est entièrement consacrée à un youtubeur que, en plus, j'ai eu le malheur de vous recommander un jour. Il s'appelle James Somerton, qui fait des vidéos un petit peu sur le cinéma, et sur les questions LGBT et le cinéma, etc., etc., etc. Et en fait, la moitié de la vidéo de 4 heures est entièrement dédiée à montrer qu'en fait, James Somerton, l'entièreté de ses vidéos, quasiment l'entièreté de ses vidéos, est entièrement plagiée sur des auteurs de bouquins, d'articles, de trucs comme ça, etc. et qu'il n'en parle pas. Moi, je regardais beaucoup les vidéos de James Somerton. D'ailleurs, je vous les ai recommandées un jour. Parce que je trouvais que le contenu était intéressant, parce que ça disait des trucs pas mal, notamment toute sa partie... En fait toutes les parties qu'il avait plagiées de Celluloid Closet, j'étais en mode, ah, c'est cool. Mais parce que c'était Celluloid Closet. Genre, j'étais en mode, oui, super. Toutes les parties qu'il a plagiées sur Pink Triangle, etc. C'était cool, mais parce que c'était Pink Triangle, tu vois, toutes les vidéos. En fait, toutes les parties qu'il plagiait, c'était cool. Parce que les datas sont intéressantes, le contenu t'apprend des trucs. Bah oui, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont écrit le bail, tu vois. Mais à un moment où Edge Bomberguy, il montre toutes les vidéos de sa chaîne qui sont plagiées, et la majorité, c'est mes préférés, quoi. La majorité, c'était celle que j'ai regardée et que j'ai trouvée intéressante, quoi. Il donne l'exemple, Edge Bomberguy, il donne l'exemple d'une vidéo essai, toute une grosse vidéo qui s'appelait Evil Queens, sur en gros la question de l'homosexualité dans Disney, etc. Et en fait, l'entièreté de sa vidéo était plagiée sur un bouquin au titre similaire. Et en fait, il y a des gens sur Twitter qui ont commencé un petit peu à le call out là-dessus, quoi. Des gens qui ont commencé à dire en mode ah tiens, j'ai remarqué que l'entièreté de sa vidéo, moi qui ai lu le bouquin, en fait, c'est mot pour mot le bouquin de un tel, etc. Et au début, il a commencé par nier. Ensuite, il a réupload des différentes parties. Parce que moi, je comprenais pas pourquoi à chaque fois, genre, j'avais vu une grosse vidéo de James Somerton, etc. Je me dis, oh tiens, c'est intéressant. Et après, je comprenais pas pourquoi quelques mois plus tard, t'avais un réupload de la même vidéo, mais juste une partie. Je me dis, oh tiens, chelou. Il essaie d'optimiser les vues. Il s'est dit que ça marcherait mieux en playlist, pour l'ad revenu, etc. Tu sais, genre, j'étais en mode... Bref. Mais en fait, c'était parce que en fait, les gens le critiquaient pour le plagiat. Et du coup, en fait, il réuploadait les trucs en mettant vite fait inspiré de machin, etc. Mais il a jamais reconnu objectivement qu'il avait plagié des trucs. Et même, il a quasiment jamais reconnu les sources desquelles il tirait le truc. Donc en fait, ce qui est fascinant, c'est que pendant hyper longtemps, il a nié, mais de la pire façon possible. Et en fait, il faisait passer la moindre critique de plagiat comme du harcèlement homophobe à son égard, etc. Parce que les gens, ils veulent simplement faire taire un des plus gros producteurs gays sur la plateforme, etc. Enfin bref, c'était une dinguerie, quoi. Il faisait passer tout le monde pour des homophobes. En gros, il pompe les travaux de Cultural Studies. Oui, déjà, il pompe les travaux des Cultural Studies. Mais tu vois, les bons vidéos essayistes, quand ils vont te parler d'un truc en Cultural Studies, bah en fait, ils vont te dire « Ah, dans tel bouquin, un tel parle de ça, et du coup, voilà, ils vont l'illustrer, tu vois. Ou dans tel article de telle personne, en fait, il parle de tel concept, et en fait, ça s'applique à ça, tu vois. Genre, bref. Mais où est-ce que je voulais en venir, c'est que cette vidéo
ça a été une bombe atomique. Déjà parce que c'est une vidéo qui s'acharne quand même beaucoup sur James Somerton. A raison, c'est assez jouissif de le voir s'acharner sur James Somerton. Mais ça a fait que il y a aussi une autre vidéo que j'étais en train de regarder avant de lancer le stream justement. Celle-là. De Todd in the Shadows qui fait d'habitude des vidéos sur la musique. En gros, les youtubeurs ils se parlent entre eux et ça fait un moment qu'ils ont James Somerton dans leur radar et qu'ils veulent le défoncer, tu vois. Et du coup, il a sorti une vidéo de 1h42 qui est beaucoup plus terrible en fait parce que vous savez ce que je vous disais tout à l'heure sur le plagiat, c'est que James Somerton, oui bon, le plagiat ok, mais bon au moins ça te donne accès à des trucs qui sont vérifiés. Au pire, ça te permet de voir des contenus que tu n'aurais pas vu autrement parce que les gens ils savent pas se renseigner sur internet, etc. Tu vois. Mais en fait, c'est que James Somerton, quand il plagiait pas des trucs, il mentait. Genre, il inventait littéralement des faits. Le plagiat est un problème, ça c'est clair. Mais le problème, c'est la logique avec laquelle tu fais tes vidéos. C'est est-ce que tu méprises le public ou pas. Et en fait, il faut sacrément mépriser le public pour se dire que tu vas inventer des trucs de toutes pièces et que ça va être du bon contenu. Et ce qui nous arrive un petit peu à la partie un peu plus douteuse de la vidéo d'Edge Bomber Guy, je vais critiquer Edge Bomber Guy. Sa vidéo sur le plagiat développe assez peu de réflexion sur le plagiat. Il donne beaucoup d'exemples de plagiat, il dunk sur James Somerton pendant la moitié de sa vidéo. A raison, hein, j'ai pris énormément de plaisir à regarder sa vidéo. Mais tout ça pour dire, je sais pas pourquoi les gens font du plagiat. Je sais pas exactement, mais ça crée des dommages, il faut en parler, etc. Et c'est comme, il développe une réflexion assez intéressante sur ChatGPT et sur la question de la propriété intellectuelle, etc. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que quand on regarde du coup les retombées de sa vidéo, James Somerton, moins 40k subs, il a supprimé son Patreon et Twitter. Internet Historian, il a perdu des subs. Luke Stephen, etc. Cinémassacre, ça a pas bougé. Philippe Mussine, ça a pas bougé parce que de toute façon les gens ils s'en battent les couilles, etc. Il y a du coup Todd in the Shadows qui a sorti une vidéo encore plus horrible sur James Somerton. Et je pense que c'est très sincèrement, je pense que c'est la vidéo de Todd in the Shadows qui est la plus embarrassante pour James Somerton. Parce que plagier, tu peux t'en sortir en disant non, mais parce que voilà, je sais pas, machin truc, oh là là. Mentir, c'est autre chose que plagier. Et très vite, dans le monde de YouTube et des pipou cancelers français, ça a commencé à chercher qui est le plagieur chez nous, quoi. Ça a commencé à citer The Great Review. Est-ce qu'en fait il plagie ou pas? Quel est le YouTuber qu'on va cancel chez nous? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire tomber des gens qu'on n'aime pas? Pas un truc un peu malsain derrière tout ça? C'était quoi le but du coup de la vidéo? En fait, c'était de cancel un mec? Ou c'est de porter une réflexion sur l'industrie de YouTube? Sur la figure du youtubeur? La question de la figure du youtubeur, c'est moi qui l'ai inventé tout seul. C'est une réflexion que je me suis fait en regardant la vidéo de Edge Bomber Guy, hein, ça vient de moi. Ça servait à quoi du coup cette vidéo? Je suis le premier à dire que ça caresse mes instincts les plus bas et qu'une fois que le live sera coupé, je vais reprendre la vidéo de Todd in the Shadows pour voir tous les endroits dans lesquels James Somerton a menti, cette espèce de rat. Je me suis senti floué, et du coup, comme je me suis senti floué, je me suis vraiment sincèrement senti floué par James Somerton. Mais du coup, comme je me suis senti floué, du coup, j'ai besoin de vengeance. J'ai besoin de sentir que justice est rendue. Mais du coup, ça sert à quoi? On va caresser les bas instincts. On va cancel 2-3 personnes. Et qu'est-ce qu'on aura appris plus généralement sur le modèle économique de YouTube, sur les attentes du public, de la place du producteur de contenu, du youtubeur, etc. Bon, c'est un peu dommage, non? Bref, j'ai un sentiment un peu amer de cette vidéo. Est-ce que ça devrait tout de même pas la vidéo de ContraPoint sur le cancel? On aime voir les gens tomber. Bah, c'est pas pour rien que dans les 3 parents originels du fameux YouTube de gauche de vidéo essai, la seule qui semble pas participer à cette mascarade, c'est ContraPoint. Moi, je sais pas. Je trouve qu'il y a un mélange interpersonnel au sujet et c'est un peu nasbar, ouais. D'autant que, bah... Encore une fois, qu'on n'avance pas sur le sujet. On n'apprend rien de plus, à part que James Somerton est une mauvaise personne et qu'il faut le cancel. Qu'en fait, les gens qui disaient que c'était une merde, ils avaient raison depuis le début et qu'en fait, maintenant, ça y est. T'es pas le seul, c'est un sujet qui revient pas mal sur les subreddits de gauche. Ah ouais? Ah bon, ouais, tant mieux. Pas sur la figure du youtubeur, surtout sur l'angle que c'est disproportionné, que ça mène pas à grand chose et que c'est du cancel. Ok, d'accord, oui, bah oui. Bah, du coup, je suis content de pas être le seul à avoir... Parce que, bon, mais après, encore une fois, le sujet, c'est pas Somerton, parce que, pour moi, c'est vraiment une occasion manquée. Et comme la mentalité générale sur Internet, c'est de chercher la prochaine victime, la prochaine personne à faire tomber, rien ne sortira de tout ça.
Et attendez-vous à ce que des gens commencent à essayer de nitpick la moindre vidéo YouTube en France de un tel il a plagié tel truc, etc. Blabla et tout, parce que ça va être le sujet à la mode pendant les prochains mois, ça va être le plagiat, ça va te trouver en France, qui est le grand méchant qu'on peut faire tomber comme James Somerton, qui est le grand ennemi qu'on peut avoir en France, parce que en France on adore être jaloux des ricains et de leur YouTube. Donc bref. Enfin bref, donc tout ça pour dire que, donc pour finir sur ce drama de YouTube ricain, TLDR, il y a une vidéo qui est sortie, c'est une bombe atomique, et ça va avoir des répercussions très intéressantes à suivre sur à quel point les plus bas instincts cancellers vont prendre le dessus sur la réflexion plus générale sur pourquoi, globalement, il y a un tel problème endémique de plagiat sur YouTube. On va voir. Après, moi j'adore. Moi vraiment, mes bas instincts sont flattés. Moi je regarde, dites-vous, je regarde tout le YouTube drama ricain. Mais genre, ils en font des tonnes, parce que YouTube drama, t'es obligé d'en faire des tonnes pour que les gens soient indignés de ce que tu racontes, etc. quoi. D'ailleurs, toujours chercher à susciter l'overreact ou l'indignation à outrance du spectateur, même quand c'est pas nécessaire. Tu penses que parfois c'est ça qui nous noie et nous éloigne des sujets de fond? Je pense oui. Je pense oui en vrai. Et je pense que même sur la réflexion politique et sur le côté d'émulation qu'il peut y avoir dans le monde de YouTube, dans le monde des vidéos essais, etc., des créateurs de contenu sur internet et tout, c'est ce qui nous éloigne un petit peu des questions structurelles, parce qu'en fait c'est ce qui maintient beaucoup aussi le public dans un rapport de consommation au drama. Faire comme ça ce truc sur la rage et l'outrage, etc., bah, ça pousse les gens à rester spectateurs d'un certain truc et de ne jamais agir dans le monde réel, parce qu'eux-mêmes sont effrayés de l'outrage et du moindre faux pas qu'ils peuvent faire. Ça crée en fait un sentiment général où tout le monde est surveillé, et tant que tu restes consommateur, c'est monter du bon côté de la barricade. Donc c'est... Tu verrais quoi comme amélioration? Amélioration à quoi? Mais après, parce que les gens, moi je me fais pas d'illusions. Hein. Si on avait un YouTube game de vidéo essai aussi développé en France qu'il ne l'est aux États-Unis, on aurait les mêmes mécanismes de drama, de petits groupes d'entre-soi, de petits gens qui se détestent, etc. C'est la meilleure façon de lier drama et essai, sûrement annonce grâce au drama, développement du sujet central sans trop toucher au drama, conclusion sur le sujet. Centrale, appliquer la conclusion dans le contexte du drama, si on se fait trop tapage sur les doigts, ça reste en surface, bref. Mais en fait, c'est ça l'arme visuelle, et c'est ça le problème de la vidéo de Edge Bomber Guy au final, c'est qu'il est trop resté dans le drama et dans pourquoi cette personne est une mauvaise personne, et oh là là, regardez, ces personnes-là sur YouTube sont mieux, parce qu'après, il a fait toute une playlist pour recommander. Et franchement, je vous recommande la playlist de recommandation, je vous recommande la playlist de recommandation, oui, de Edge Bomber Guy à la fin de sa vidéo, parce que la playlist, elle est vachement bien. Mais le problème, c'est qu'il reste sur telle personne n'est pas bien, ces gens, ils sont mieux. Et on sort pas vraiment de la conclusion, quoi. Donc c'est aussi par là qu'il pêche Edge Bomber Guy, et qui me déçoit un petit peu. Faut pas oublier que YouTube, ça brasse énormément de gens très différents. On a tendance à dire que YouTube, c'est un monde de bulles. Tu sors pas de ton algorithme, t'as l'algorithme de recommandation qui fait que du coup, tu restes dans ta bulle de filtre, etc. Mais en fait, ce qu'on sous-estime sur YouTube, c'est que... Voilà, c'était le même truc que je disais tout à l'heure sur la question du plagiat et Illuminati, sur sa vidéo sur les vaccins, etc. Mais que parfois... ça donne aussi, même si c'est plagié, même si c'est pas ouf, même si c'est fake deep, etc., bah, ça peut être une porte d'entrée pour des gens qui connaissent rien au sujet, etc. Et, enfin, en fait, c'est des bulles qui sont mouvantes. Il y a aussi des gens qui ont un rapport de pur consommateur à YouTube, parce que le monde d'Internet est structuré de cette façon-là, où on est des purs consommateurs. Moi, rien, quand je regarde des vidéos YouTube ricaines, vraiment, je suis au McDo. Voilà. Mais... que ça permet aussi, par cette mentalité aussi de consommateur, de faire découvrir à des gens qui ont le réflexe YouTube pour s'informer, bah, d'autres trucs qui sont dits dans d'autres documentaires, qui sont dits ailleurs, qui sont même peut-être dits mieux ailleurs, qui sont même peut-être dits avec plus d'érudition, avec plus de précision, ou même plus d'exactitude. Mais au moins ça te fait rentrer dans un truc, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver que c'est full négatif. Et ça reste de la matière dialectique sur laquelle on peut se reposer, quoi. Je sais pas.